Salut à tous, on est reparti, une nouvelle heure de débat autour de l'actualité économique, politique, pas mal de tech aussi. Alors je sais pas, on va voir, on va pas démarrer en fait, parce qu'on est tous quand même dans l'attente de ce qui va se passer vendredi, fin d'après-midi a priori. Donc peut-être qu'on en dira un mot, ou peut-être que finalement on va attendre et puis on reparlera de tout ça lundi en fonction des décisions du Conseil constitutionnel. Je vous ai fait le sketch sur le référendum hier, retournez-y si vous étiez pas là, et puis bon, voilà, donc on verra. Mais là, j'ai deux interlocuteurs qui s'intéressent beaucoup à ce qui se joue du côté de la tech. Je trouve ces débats, je vous le dis tous les jours, absolument passionnants. Donc on va démarrer avec ça, une notion de souveraineté aussi. Voilà, et puis on verra où le débat nous mène. C'est parti, c'est Bismart. Donc autour de la table, j'ai Nicolas Van Bremerge. Salut Nicolas, fondateur de Spin Tank et président de Renaissance Numérique. Et Léonidas Kalogiropoulos. Salut Léonidas. Bonjour. On va citer entrepreneur pour la République, voilà, parmi les multiples activités. Et sur le numérique, délégué général de l'Open Internet Project. Ah oui, c'est vrai, mais bien sûr. Réunit beaucoup de protagonistes dont nous allons probablement parler aujourd'hui. Alors, on se connaît depuis longtemps, Léonidas, on a beaucoup ensemble parlé de Quant. Donc on en parlait déjà hier, l'histoire m'intéresse, pardon si vous la trouvez anecdotique, je crois pas, et c'est pour ça que j'ai mis le sujet souveraineté. Et puis un gars comme Octave Klaba, de toute façon quoi qu'il fasse, le patron d'OVH, ça n'est jamais anecdotique, c'est important. Octave, il a un discours politique, c'est un entrepreneur, il y en a finalement pas tant que ça, oui bien sûr, mais pour le européen. N'oublions jamais, et il le dit avec cet accent coupé au couteau qu'il ne coûtera jamais. Oui, mais non, mais ce que je veux dire, c'est il sait d'où il vient. Il dit, moi, je sais d'où je viens. Oui, c'était le communisme en Pologne. J'ai connu ça. Et il sait ce qu'il défend, et absolument. C'est très important, parce que beaucoup semblent l'oublier. Exactement. Et donc, alors il y a cette idée déjà de sa boîte OVH dont il défend, lui, l'idée qu'elle peut être le socle d'un cloud souverain européen. Même si c'est contesté, on en a beaucoup parlé ici, notamment avec Guy Mamoumani sur l'hébergement de nos données de santé, qui sont aujourd'hui hébergées par Microsoft. Et là, donc, il fait un pas supplémentaire, d'une certaine manière, à travers un tweet qu'on montrait déjà hier, et puis un accord qui est en train d'être passé avec la Caisse des dépôts, pour essayer de bâtir, alors pardon de le dire comme ça, mais un pack office, il faut bien encore employer ces termes pour que tout le monde comprenne, dont les premières briques sont donc le moteur de recherche à travers Quant et une offre cloud et mariée au cloud avec Shadow, qui est une boîte qu'il a rachetée il y a maintenant, je sais pas, 2 ans à peu près, quoi. Ouais, voilà, un peu plus de 2 ans. Bon, Léonidas, non, je vais te le dire très franchement, on en parlait déjà hier. J'ai immense admiration pour Octave. Là, franchement, je comprends pas. C'est-à-dire, Quant, autant Shadow, mais Quant, l'image que je prends, c'est celle, à un moment, du massage cardiaque. C'est-à-dire, on voit tous ces séries où le médecin dit « Arrête-toi » et le gars continue à faire du massage cardiaque sur un malade qui ne peut plus vivre ou survivre. Si. Ça fait 15 ans, Quant, qu'on le porte à bout de bras. Une dizaine d'années. Une dizaine d'années avec d'abord... Porté à bout de bras par la Caisse des dépôts. Combien de pognon public injecté dans Quant? Tu en as une idée, Léonidas, toi qui suis ça? Plusieurs dizaines de millions d'euros, on va dire ça comme ça. Bon, voilà. quelques dizaines de millions d'euros. Voilà. Un moteur qui fonctionne. Qui tourne avec un support Microsoft, ce qui pose un problème. Alors, qui tourne avec, j'allais dire, un complément Microsoft. C'est un peu comme si on avait pris, je ne sais pas, un opérateur qui ne couvre pas la totalité du territoire, il a des trous un peu de panthère et il complète avec un autre réseau. Ça n'empêche pas d'être un opérateur, donc c'est un peu la même image qu'on peut utiliser pour Quant. Free et Orange. Free et Orange. Ça ne fait pas pour autant de Free autre chose qu'un opérateur. C'est un opérateur. Quant est un moteur. Il a son autonomie. Puis il y a un certain nombre de questions qu'elle n'est pas capable de répondre seul. Et donc à ce moment-là, il a un complément qui est voilà. Désormais, il y a eu des péripéties et on peut tous les regretter. En revanche, ça fonctionne. Et quel est aujourd'hui probablement le défi que toutes nos boîtes, et je parle de boîtes que j'aime beaucoup, je suis délégué général de l'Open Internet Project. Dans l'Open Internet Project, il y a Quant, il y a OVH, et il y a beaucoup d'autres acteurs. Donc vas-y, quel est le défi? Quel est le défi? C'est, au lieu d'avoir la chaîne de valeur qui, à chaque maillon,
est sectionné avec 15 boîtes qui font chaque maillon. En face, on a quoi? On a un AWS, on a un Google, on a un Microsoft qui ont tout packagé. Et nous, on a tout morcelé. Avec derrière chaque morceau des questions de valeur, des questions de rentabilité, des questions d'ego du dirigeant. Et lorsque l'on est devant notamment la question du cloud avec des problématiques d'efficacité des clients, on leur dit, à juste titre, vous mettez 3, 4, 5 solutions côte à côte, vous les jumelez et vous avez la même qualité de service, la même sécurité, les mêmes comment dirais-je, applications que Google ou Amazon ou Microsoft. Oui, mais les autres, il y a une boîte, vous, il en faut 5 ou 6. Et nous, lorsqu'on a un interlocuteur du cloud, on n'en veut qu'un. Et finalement, c'est ce que Octave Klaba est en train de faire. Il est en train de rassembler des briques avec l'aide de la Caisse des dépôts, et c'est très bien. Il est finalement ensemblier pour que, au lieu d'avoir quelque chose qui est packagé, qui est uniquement entre les mains des Américains, on puisse avoir quelque chose qui soit packagé et qui soit véritablement souverain. Eh bien, je pense que c'est extrêmement pertinent, que cette aventure entrepreneuriale que l'on a, auquel on assiste depuis une dizaine d'années, est en train de converger vers une consolidation, et c'est ce qu'il faut faire. Donc, non seulement il ne faut pas débrancher Quant, mais c'est peut-être maintenant que la destinée réelle et utile de Quant va se jouer. D'ailleurs, derrière, il y a effectivement des questions de moteur, mais on peut aussi réfléchir à une manière de valoriser également de la publicité digitale. Il y a d'autres convergences à trouver. On a d'extraordinaires boîtes dans la publicité digitale qui pourraient apporter des sources de financement. D'ailleurs, il y a un accord qui existe entre Quant et Equative, un autre membre de l'OIP, donc je suis ravi de voir que l'écosystème finit par trouver des jumelages. Mais en tous les cas, cette aventure-là, elle mérite d'aller au bout de ses promesses. Nicolas? Oui, je pense que l'aventure d'OVH mérite d'aller au bout de ses promesses. Je suis assez d'accord, je rebondirai là-dessus. Je suis pas sûr que l'épisode Quant, dans le chemin critique pour que OVH devienne un leader alternatif du cloud souverain, soit un des moments critiques du projet d'Octave Klaba, quoi. Je suis pas sûr que ça soit. Pourquoi il le fait alors? Parce que OVH, pour moi, j'ai le même respect pour OVH, qui est vraiment un acteur très intéressant. Il joue 2 cartes en même temps. Il joue de la performance technologique, de l'excellence, etc. Ils essayent d'être très bons. Et il joue aussi une stratégie souveraine, réglementaire européenne. Et ils ont besoin de, je pense, jouer un rapport institutionnel avec les acteurs publics français, de montrer qu'ils sont dans ce camp-là et qu'il y a ce truc, qu'est-ce qu'on en fait, et qu'on ne peut pas abandonner, il faut le reprendre, quoi. Donc il fait son boulot, quoi, voilà. Mais la clé, elle n'est pas là. Je ne suis pas sûr que Quant soit l'accélérateur de la stratégie d'OVH pour devenir un leader du cloud souverain. Ils ont besoin d'un bon moteur de recherche, il y a sans doute des briques qui sont utiles, etc. En tout cas, c'est pas ça qui va faire la solution. Donc pour moi, ok, c'est pas très très grave. La vraie clé, c'est est-ce que OVH est capable de rivaliser, d'être en posture, d'être dans une alternative crédible, auprès de qui? C'est surtout, à mon avis, auprès de qui? Parce que oui, AWS, enfin tous les acteurs américains sont totalement incontournables aujourd'hui, dominants. Et donc il faut sans doute trouver une stratégie auprès des PME. Je pense que OVH a une posture intéressante, ils ont une bonne clientèle, ils ont quelque chose, ils peuvent jouer une carte intéressante. La réponse n'est pas à l'échelle et ne pourra de toute façon sur le cloud souverain pas être à l'échelle. Même, on a déjà fait beaucoup d'erreurs sur le cloud souverain en France, en injectant beaucoup d'argent, un peu n'importe où. Alors là, c'est des centaines de millions d'euros. Voilà. En plus, et donc, sur de gros acteurs qui n'avaient pas forcément besoin. C'est pas ça. C'est pas les conneries qu'on a fait auparavant sur des acteurs de cloud souverain. C'est une initiative intéressante et je pense que OVH peut jouer sa voix intelligemment. En revanche, c'est sûr que le gros acteur du cloud souverain, on va pas le voir sortir européen, qui est capable de rivaliser, on l'aura pas. Nicolas, on va parler de l'intelligence artificielle après, mais est-ce que là, moi, ce qui me surprend, c'est qu'il fait le combat d'hier. Mais oui, attends, je te donne la parole. On est dessus parce qu'on a travaillé en groupe de travail chez Renaissance Numérique sur le sujet de souveraineté technologique européenne. C'était très compliqué, un groupe de travail, avec autour de la table Orange, La Poste, OVH, Huawei, Meta, Microsoft, Google. Voilà, je vous passe les détails. Il n'y avait pas Amazon qui fait pas partie des adhérents. Très compliqué d'émerger. Mais un des points de consensus sur lesquels on s'est dit, c'est que sur les souverainetés technologiques européennes, un des sujets, c'est moins uniquement le cloud et l'espace public ou la gouvernance des contenu et le cloud, c'est d'attaquer les batailles du futur et d'attaquer les batailles critiques. Or, la bataille du cloud, on l'a un peu perdue. C'est très compliqué de rivaliser, même quand on a OVH. Et
fabriquer des barrières de régulation ne suffira pas à contenir le tsunami, etc. Parce qu'on voit bien qu'ils sont... Et puis affaiblirait l'économie européenne en plus. Enfin, c'est quand même des éléments de En compétitivité. revanche, il faut qu'on se concentre sur les combats du futur, sur les filières d'avenir, les filières qu'on peut refabriquer, qui sont très critiques sur les sujets de souveraineté, les semi-conducteurs. Il y a plein d'endroits où il faut qu'on investisse de manière assez costaude et où on peut travailler à un mélange de protection par la régulation, d'investissement de manière un peu sécuritaire, etc. Mais le cloud, il faut remonter la pente progressivement et peut-être que dans 5 ou 10 ans, on aura un acteur du cloud européen qui aura rivalisé en essayant de saisir les occasions, l'IA, d'autres endroits où on essaie d'agir un peu structurellement. Léonidas, pourquoi tu n'es pas d'accord ? Non, là où je ne suis pas d'accord, c'est que je pense que Octave Klaba n'a pas besoin de racheter Quant pour jouer son rôle institutionnel. D'abord, il pilote... tout à coup, la Caisse des dépôts rentre dans le jeu, quoi. Moi, j'ai pensé furieusement à ce que disait Nicolas. La Caisse des dépôts accompagne Quant depuis longtemps. Eh ben oui, et donc là, hop, je me rapproche de la Caisse des dépôts à travers Quant. Oui, mais enfin, ils ne se sont pas découverts à cette occasion. Et Octave Klaba, on a demandé à Michel Paulin de diriger le comité de filière stratégique du cloud. Son rôle institutionnel... Michel Paulin, pardon, je le dis d'un mot, c'est le directeur général de OVH. De OVH. Bon, non, je pense pas. Je pense que tu l'as redit à l'instant. Dans le cloud souverain, on a mis des centaines de millions d'euros. Je crois qu'on doit très largement dépasser le milliard. Il y a quelques dizaines de millions qui ont été mis en compte. Le résultat, au regard de l'investissement qui a été réalisé, il y a l'investissement privé également, d'ailleurs. Il n'y a pas que les investissements publics. Le résultat est totalement honorable. Et je ne souscris pas à l'idée que c'est la bataille d'hier. Non, je crois pas. D'ailleurs, on voit bien que avec ChatGPT, on a avec des outils d'intelligence artificielle d'autres solutions qui viennent concurrencer les moteurs qui étaient supposés être en lead et totalement incontestables. Les choses qui sont totalement incontestables et terminées à jamais. Pardon, mais je crois que tous les entrepreneurs qui sont dans notre pays et on en fait partie savent que l'histoire écrite d'avance, c'est une histoire qui n'existe pas. Ils ont les mêmes, tu sais. C'est-à-dire Google, alors Amazon, j'en sais rien, mais en tout cas Google, oui, Google a le même, simplement Google a on l'a beaucoup expliqué, a une telle responsabilité qu'ils ne peuvent pas balancer l'équivalent de GPT avec l'ensemble des âneries qui tournent autour. Donc voilà, mais ils ont le même. Ils ne vont pas être pris de vitesse là-dessus. Oui, enfin, c'est nous qui, sur le moteur de recherche, allons être à nouveau complètement dépassés. Bon, enfin, je regrette que la capacité qui existe d'avoir effectivement de l'intelligence artificielle qui concurrence les moteurs de recherche soit pas une voie sur laquelle nous nous serions positionnés nous, mais... Tu sais, il y a Bruno Maisonnier qui vient nous voir régulièrement et qui explique, donc il est, lui, Another Brain, AI, il est à fond là-dessus sur l'intelligence artificielle en France, et qui explique le parcours du combattant. Tu as donc... plus de 50 milliards dans un plan France Relance, avec un entrepreneur à la tête, en plus Bruno Bonnel, etc. Et tout. Mais quand tu passes une demi-heure avec lui et qu'il t'explique le parcours du combattant pour aller gratter, voilà, parcours du combattant ce matin, je connais très bien le parcours du combattant, j'en ai même fait un métier, mais je dis simplement que ce n'est pas le seul, le parcours du combattant d'un entrepreneur, c'est d'avoir les bonnes idées, de trouver des actionnaires et éventuellement d'aller trouver les 10. C'est fou que tu aies un lac de pognon, les entrepreneurs, et que t'aies pas que ça se branche pas, quoi. Voilà. Oui, enfin, heureusement aussi que la BPI, que Bruno Bonnel, que l'Agence de participation de l'État regardent les dossiers, les analysent, vérifient que ça tienne la route, parce que sinon on peut arroser du sable. Ah tiens, c'est le gars qui me dit on fait pas un appel d'offres pour les taxis de la Marne qui me dit ça là maintenant. Mais je pense qu'il y a bien entendu la nécessité de regarder les dossiers dans lesquels on met de l'argent. Enfin, c'est notre argent, c'est de l'argent, on met pas de l'argent en pure perte. D'ailleurs, tu fais pas d'appel d'offres, tu fais pas d'appel d'offres sur l'innovation. Ah bah oui, mais là c'est ça ce qui se passe. Non, c'est pas des appels d'offres, c'est regarder les dossiers. Maintenant, quelle est la compétence, quelle est la capacité, effectivement, pour des gens qui viennent souvent et principalement de la fonction publique, de trier les beaux dossiers des mauvais dossiers. Généralement, et c'est pour ça que je pense que la bonne démarche, c'est d'avoir un attelage d'acteurs privés qui viennent
démontrer que, en tant qu'investisseur avisé, eh bien, il croit dans le projet. Et à ce moment-là, les partenaires publics ont les 10, 20, 30% qui restent. Faire le chemin de l'autre côté, c'est accorder beaucoup de foi en l'État dans sa capacité de clairvoyance. Vraiment, Nicolas, je le pense. Enfin, maintenant qu'il faille faciliter les connexions entre l'État et les entrepreneurs, bien entendu. Mais on a fait du chemin quand même là-dessus. Non, mais il n'est pas fini. Mais c'est le truc que je répète sans arrêt, donc pardon à ceux qui regardent cette émission. Je trouve, enfin, ça devrait être martelé, affiché en permanence. Nous sommes 12 ans après le grand emprunt de Nicolas Sarkozy. Il reste 20 milliards d'euros qui n'ont pas été dépensés. Quand on raconte, et on va continuer à le faire, la vitesse de la course technologique, 20 milliards d'euros dorment depuis 12 ans. Franchement, Nicolas, c'est fou. Voilà, c'est fou. Oui, enfin, combien de milliards, de dizaines de milliards ont été investis parallèlement par des acteurs privés, par un écosystème qui fonctionne de mieux en mieux. Ce pognon est là. Oui, non, mais très bien, le pognon est là, mais on peut ouvrir les guichets. Et, mais oui, bien sûr, il faut ouvrir les guichets. C'est exactement, d'ailleurs, on peut en parler, c'est exactement ce qui se passe aux États-Unis. Voilà, on ouvre le guichet, boum, allons-y, crédit d'impôt, on ne regarde pas. Tant que ça décarbone et que c'est sur le sol américain, c'est parti. Mais oui. Oui, enfin, je ne sais pas dans quelle mesure on peut reprocher à notre État de ne pas dépenser suffisamment. On vit... Attends, parce que Bruno Le Maire... mais là, je te demande pas de dépenser de l'argent en plus, il est là. Non, mais de l'argent... Tu vois, c'est ça le sujet quand même. Plutôt que de l'argent en fonctionnement, c'est effectivement... On vit un Yalta de l'industrie verte, la bataille est mondiale pour récupérer sur son sol les investissements qui vont définir le partage de la puissance industrielle du 21e siècle. Dans la théorie des jeux, le dernier qui respecte les règles est celui qui perd. Léonidas, t'aurais signé en bas, là. Voilà. Oui. C'est Bruno Le Maire qui le dit, mais une fois qu'il a dit ça... J'entends bien, mais on a 3 000 milliards de dettes, on est... les taux d'intérêt... Oui. Il est là, il dort, je te parle pas d'aller en chercher du... Non, il est là. Non mais admets, c'est fou, 12 ans après. C'est pas un truc de 6 mois, c'est pas un truc d'un an, 12 ans après. Je ne suis pas en train de dire que l'État fonctionne à merveille. Je dis simplement que notre écosystème porte de plus en plus de startups et de licornes et c'était assez extraordinaire, la manière dont l'éclosion est comme une traînée de poudre. Non, tu changes d'échelle. Bon, on a fait le tour. Non, enfin, en revanche, si on a conclu sur le sujet, j'aimerais bien que l'on martèle que l'histoire n'est pas écrite, qu'elle n'est pas finie, que sur le cloud souverain, il y a à peu près 15% du marché qui est à peu près alloué aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a 85% du marché à aller chercher. Et quand il y a 85% du marché à aller chercher, on ne dit pas que la bataille est perdue. Elle est tout simplement pas encore démarrée. T'as raison. Oui, d'autant qu'il y a une rupture sur l'IA qui est absolument clé sur le moteur de recherche. Alors parlons-en. Est-ce qu'il faut une pause ? Donc, je vous ai envoyé, parce que ça m'a intéressé, donc tu vas me dire, ça t'a fait sourire que je cite Éric Sadin, alors que je ne connaissais pas, mais c'était un point de vue dans le Figaro. Nicolas, et donc tu dis non mais c'était intéressant ce que tu me disais, c'est-à-dire que c'est à travers cette demande de pause pour l'IA, tu dis il y a une alliance entre les gars du transhumanisme et les gars de la décroissance, quelque chose comme ça. Ouais, un petit peu, ouais. En fait, quand vous regardez la tribune qui fait le grand appel à une pause de 6 mois, un moratoire de 6 mois sur l'IA et ça, qui est initié par, autour d'Elon Musk et ça. Là, 80% des signataires, c'est les deux écoles de la Silicon Valley, c'est les gens du long terme, donc c'est la rupture très profonde, etc. Donc transhumanisme, Google, etc. Ouais. C'est vraiment ceux qui croient dans un horizon du transhumanisme avec une rupture qui va advenir, avec l'idée de l'avènement d'une artificial global intelligence ou general intelligence, avec vraiment cette vision très forte, et ils sont toujours un peu technoprophètes, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils renforcent leur récit, qu'ils lui donnent de la force, parce que c'est ça qui apporte de l'argent et de l'investissement dans leur technologie, et qui donc permet la promesse d'advenir. Si Elon Musk explique que en fait on est arrivé à une phase de plateau de la technologie, évidemment le cours Tesla vaut plus 585 millions de milliards.
milliards de dollars, et tout s'effondre, et qui dit bah oui, non, mais là, maintenant, la bagnole électrique, c'est optimisé, tout va bien, et je m'arrête là. Évidemment, tout s'arrête, quoi. Hein. Donc, lui, il a besoin que l'horizon soit dingue, et de faire peur. Et il est donc allié objectif des technocritiques les plus virulents, qui en gros sont plutôt des capitalisto-critiques et qui expliquent que c'est l'avènement de la fin du monde, c'est la domination des entreprises capitalistes et leurs projets, etc. Ils sont assez alliés et voilà, ils se posent pour révéler le pouvoir. Ouais, voilà, c'est ça. Donc la vérité, forcément, elle est un peu quelque part entre les deux. Bon, attends, je vais lire ce qu'il dit quand même, Éric Sadin. Depuis une quinzaine d'années, parce que quand même, le truc m'a intéressé. Depuis une quinzaine d'années, nous sommes entrés dans l'ère des technologies dites de l'exponentiel. J'ai bien aimé ce mot-là. C'est-à-dire le fait qu'une cadence indéfiniment croissante rythme les développements technologiques, sur le principe selon lequel, un peu ce que tu décrivais, c'est l'industrie du numérique qui donne le ton et la société qui se doit de composer bon gré, mal gré, avec toutes ces innovations. Voilà, et il dit qu'il n'y ait pas, que ce soit des entrepreneurs et des ingénieurs qui mènent cette course, et qu'il n'y ait pas du côté de la société civile une mobilisation à la hauteur des enjeux, devrait nous interpeller. Non, mais je pense que tout ça est... L'ère de l'exponentiel, c'est pas mal. Hein. Non, mais c'est frappé du saut du bon sens. Et derrière, effectivement, cette question, il y a la citoyenneté entrepreneuriale et la citoyenneté politique. La citoyenneté entrepreneuriale, c'est il y a un besoin, j'ai une idée et je m'empare de ma liberté d'entreprendre pour la développer et je la porte à la société et dans l'environnement, dans l'énergie, dans le numérique. Et puis, il y a l'autre version plus régulatrice qui consiste à dire, quand il y a un problème, on a des instances démocratiques et on se réunit, on délibère et on fait de la norme. On sait faire de la norme en France. Ah, ça. Ça, s'il y a une chose qu'on sait faire, c'est de la norme. Et assez spontanément, dès qu'il y a un problème, on se dit, où est la loi ? On va faire une loi. On va faire une loi sur l'environnement, on va faire une loi sur le numérique, on va faire une loi sur l'énergie. Et quand il y a un problème, on va faire une loi sur le logement. Et pas, on a un problème, qu'est-ce que font les entrepreneurs ? Moi, j'ai développé Entrepreneurs pour la République pour ça. Bon. On dit, on a un problème, quelles sont les solutions ? Pause pour l'IA alors, oui ou non ? Simplement. Il y a un moment où les deux univers doivent se croiser, se rencontrer. Lorsque l'innovation va effectivement, je reprends le terme, à une vitesse exponentielle, qu'à un moment donné, les autorités politiques, les autorités de délibération, les instances de délibération s'emparent du sujet en disant, bon, vers où on veut aller ? Je pense que c'est sain, c'est légitime. Et lorsque l'un va trop vite par rapport à l'autre, c'est peut-être une des premières fois d'ailleurs où c'est la dynamique d'entreprise qui va plus vite que le politique. Généralement, le politique a mis des normes partout et a réussi à quelque part étouffer l'innovation. Ta conviction, là, il faut marquer une pause, il faut justement réguler à vitesse grand V pour répondre de manière exponentielle à cette croissance exponentielle. Il faut, en tout état de cause, que l'on s'empare du sujet et que l'on prenne la mesure de la transformation sociale que ce sujet implique. Est-ce qu'il faut arrêter le progrès pendant 6 mois ? Je ne crois pas qu'on sache arrêter le progrès. Donc je trouve que l'appel à la pause n'est pas raisonnable. Si on fait une pause en Occident, ça continuera en Asie. Bon. Donc je trouve que l'appel à la pause n'a pas d'entraînement. Il faut que la réflexion de la société se dise, voilà, il y a des choses soit au même rythme. Plus urgente que de savoir comment on va régler les retraites, c'est de savoir comment on va intégrer dans nos corps sociaux et dans toutes nos entreprises la révolution de l'IA. Oui, ça c'est une urgence et ça mérite que l'on se retrousse les manches très rapidement. Ouais. Nicolas ? Oh, la pause, c'est une réponse. C'est un jeu de RP, de relations publiques, fait par les transhumanistes pour dire c'est hyper important, attention, c'est tellement important qu'il faudrait qu'on s'arrête. Et ça, c'est marrant, ça me fait penser beaucoup à Hartmut Rosa, qui est un sociologue et philosophe, qui a écrit un bouquin sur l'accélération, qui a eu beaucoup de succès. Et puis, pour répondre à l'accélération, qui est en gros, le changement social va plus vite que les structures, et donc ça met tout le monde en stress. On connaît, notre société connaît bien.
bien. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre, sauf qu'en fait, là, ça joue sur une peur. Il n'y a pas une réelle accélération de la transformation sociale. On est un peu à l'irruption d'une technologie qui est adoptée, c'est l'IA générative, c'est qu'une petite couche émergente de l'IA, qui est très parlante à tout le monde et qui est une zone d'expérimentation qui est très insatisfaisante. Sur ChatGPT, il y a un taux de churn énorme. On commence à utiliser, Bien on sûr, arrête. c'est un bac à sable. C'est un énorme bac à sable. Voilà. Et donc, c'est l'arrivée de l'iPhone, quoi. Ça a l'air génial, ce truc. C'est pas encore bien, mais ça a l'air dingue. Enfin, ça s'est bien installé. Ah mais, bien sûr, c'est l'arrivée de l'iPhone. C'est sans doute beaucoup plus théorique et profond que l'arrivée de l'iPhone. L'arrivée de l'iPhone a bousculé, enfin le smartphone a bousculé toutes les chaînes de valeur. Évidemment. A mis la connaissance dans nos poches, a changé une économie intégrale. On est sur ce niveau, voire plus en termes de théorique. Mais on est 3 mois après la présentation de l'iPhone. Donc il ne faut pas non plus tout changer, etc. Et il faut plutôt prendre la mesure de ça, construire les écosystèmes, se dire comment on va se saisir, que se dire on va faire une pause. Voilà. Et donc les décisions un petit peu d'essayer d'interdire ou de limiter, c'est un peu. Moi j'ai eu la même discussion vendredi dernier, un peu la même position au comité de prospective de la CNIL, où on a débattu de ces sujets-là, un peu en mode assez ouvert, que l'Italie a dit on fait une pause, on interdit, et puis voir comment ils vont réussir à rendre les choses possibles. Mais évidemment. Et donc Rosa, t'as des pubs pour les VPN à la radio si tu veux. Donc. Rosa, il dit il y a 2 manières un peu de répondre. C'est qui Rosa? Hartmut Rosa, à l'accélération. Ouais. Il y en a un, c'est de rendre le monde indisponible. Ok, moi, face à l'accélération, je me recrée des bulles de fabrication. Ok, mais ça marche pas à l'échelle d'une économie d'un pays. On peut pas en France se dire on va rendre le monde indisponible, etc. Mais c'est un peu une tentation. Oui, mais c'est intéressant. C'est une des tentations. Voilà. Face et l'autre, il dit c'est la relation. Pas noyer, quoi. Et l'autre, en gros, il dit c'est la relation de résonance. C'est il faut prendre l'énergie du monde et aller chercher comment est-ce qu'elle peut, moi, me transformer, et je vais essayer de chercher la bonne. Et donc, le sujet, c'est la recherche. Et c'est là que l'entrepreneur joue, mais le régulateur aussi. Mais le régulateur, il ne faut pas qu'il dise interdire, pause, moratoire. Il faut qu'il dise comment est-ce que je vais prendre cette énergie et puis essayer de voir ce qu'elle produit. Et aujourd'hui, nos régulateurs, nos députés, notre Parlement, notre gouvernement et nos autorités indépendantes, ils ont du mal face à ce sujet d'IA. Personne n'en est responsable véritablement encore. On est en train de discuter les équilibres de qui va s'en occuper avec le déploiement du DSA, du DMA, machin, tout le monde, voilà, etc. Et entre-temps, on a un moment d'accélération où CNIL, CSA, enfin Arcom, Autorité de la concurrence, Bercy, tout le monde regarde ce truc-là en disant mais qui s'en occupe ? Qui met plein de chercheurs ? Qui regarde ce que ça produit comme effet ? Qui fait des évaluations d'impact, etc. Personne. Et donc le sujet, c'est de réagir et d'y aller un peu avec volonté, avec stratégie. On marque une pause, on continue cette discussion. On repart. Alors, on va repartir sur ce sujet. Moi, il y a un truc. Alors, je vous ai envoyé, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le lire, un petit papier d'un des chercheurs de la Fondation Jean Jaurès qui m'a énormément impressionné. Il dit, en gros, très très rapidement, ils ont fait une étude, donc la Fondation Jean Jaurès, basée sur 2 éléments. D'abord, ce qu'ils appellent, grâce évidemment à une boîte qui fait ça bien, écoute fouillée des réseaux sociaux pour choper les discours complotistes du moment. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, quels sont les discours complotistes du moment ? Et puis ensuite, avec un institut de sondage assez classique, on met ces discours entre les mains des citoyens français. Et là, on tombe de notre chaise. 42% des personnes interrogées valident l'idée selon laquelle les élites ont pour projet d'instaurer une dictature climatique. 41% affirment la crise climatique est un prétexte. 41%, bon Dieu, est un prétexte utilisé par les gouvernements mondiaux pour limiter les libertés des individus. Et le papier précise que c'était des expressions qui étaient inexistantes il y a quelques mois. Donc c'est bien que ces récits percolent aujourd'hui très très largement à travers évidemment les réseaux sociaux, qu'ils peuvent rentrer dans le cerveau de nos concitoyens. Et donc l'idée n'est plus là, puisqu'il s'intéresse à l'histoire climatique, de remettre en cause le réchauffement, non, mais de dire que la dictature des élites, globalement, se sert de ce réchauffement pour faire avancer son agenda et pour imposer une sorte de dictature mondiale. Alors peut-être juste ce sujet qui a été quand même perçu
les fake news, le complotisme, a été à l'origine, il y a 1 an, d'une commande de l'Élysée sur des états généraux du droit à l'information, en disant il va falloir que l'on trouve devant la multiplication des canaux de communication une manière de distinguer ce qui est un peu estampillé information du reste, que quelque part la vérité ne soit pas une opinion parmi d'autres. C'est par rapport à l'idée qu'il faut s'arrêter 6 mois sur l'IA. La commande de l'Élysée est venue il y a 1 an. L'agenda des États généraux des droits à l'information est repoussé de trimestre en trimestre. Et c'est supposé être la régulation des réseaux sociaux. Et ben voilà. Donc la régulation de l'IA, je m'interroge sur la question. Mais c'est comme le pognon du grand emprunt, mon cher Léonidas. 6 mois suffiront. Peut-être qu'il va falloir que des entrepreneurs finissent par s'intéresser à la manière de faire avancer plus rapidement. Eh ben, je vais te dire un truc là-dessus. Oui. Il y a là, j'étais en train de le lire là, un éditorial très inquiet du quotidien Le Monde autour de. Alors, ils reprennent en fait ce qui s'est passé avec le. Toi, tu connais le nom, je l'ai oublié. Il y a le GPT de l'image, quoi, qui s'est répandu très largement. Midjourney d'Ali. Voilà, Midjourney qui s'est répandu très largement là depuis. Je pense moi au contraire, parce que je suis c'est Léonidas qui percole en moi en fait. C'est pas les complotistes. Je pense au contraire que c'est une chance extraordinaire pour les journalistes. Je pense que Le Monde, marque de référence, devrait se réjouir de ce que à nouveau, on va se tourner vers les marques et je peux vous assurer que licence, bien entendu. Et on va retrouver en fait l'essence de notre métier. Des références. Absolument. Et il faut effectivement que l'on ait des repères. Et c'est les marques qui seront les repères. Ce seront des repères, et seront des repères de l'information vérifiée, de l'origine un peu qualifiée de ceux qui s'expriment, et du tri entre je ne sais plus qui nous explique que les pyramides sont des relais de télécom, et le reste. Non, mais tu sais, je faisais le parallèle entre ce qui se passe en ce moment dans le retail, du côté de la mode, et l'ensemble de ces enseignes qui ferment, et ce qui nous arrive. Ça peut sembler saugrenu, et pourtant non. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu te mets à tous se mettent à vendre le même t-shirt chinois pourri 2 € qui fera 3 lavages et qui ensuite devra partir à la poubelle, eh bien, les gens sont partis assez spontanément aller chercher des habits de qualité vers des marques qui leur fournissaient des habits de qualité. Et je pense que pour l'information, il va se passer la même chose, mesdames, messieurs, les apprentis journalistes par exemple, à partir du moment où vous serez impitoyables sur le fond, eh bien, vous serez un repère et vous retrouverez la valeur que nous avions collectivement tendance à perdre depuis 10 ans. Non, voilà. mais l'exigence est probablement plus élevée que jamais sur les journalistes. C'est effectivement l'occasion de retrouver ces lettres de noblesse. Tout à fait. Et c'est probablement effectivement la meilleure réponse. Maintenant, le ravage que ça fait dans la société est très profond. C'est vrai qu'il y a, le fait de penser qu'il y a un grand complot des élites pour verrouiller le reste de la société. 40%, c'est effectivement une proportion qui doit nous interpeller. Non, mais c'est pas le grand ravage des réseaux sociaux qui produit les 40% de complotistes. Ça va vite quand même. Il y a un écosystème d'information qui marche pas bien, mais qui est aussi un problème d'offre, c'est-à-dire qu'effectivement de réponses journalistiques, mais qui ont du mal à suivre le rythme de transformation, d'évolution. Mais derrière ça, il y a surtout une angoisse existentielle de Français qui est très profonde, où ils se sentent prisonniers. Voilà. Et nous, dans toutes les études qu'on fait, là on en sort une la semaine prochaine sur les Français et les mobilités, on a des niveaux qui sont pas au même niveau, sont un peu plus bas. En général, on tombe sur un gros tiers de Français qui se sentent, qui ont été étudiés notamment par un think tank qui s'appelle Destin commun et qui ont travaillé sur ces études sur les mobilités. Il y a 2 familles, il y a ce qu'on appelle les identitaires, qui sont un repli identitaire, et il y a ceux qui se sentent laissés pour compte du mouvement. En gros, ces deux groupes-là forment un gros tiers de la société. Ils sont en train de se sortir. C'est la France des gilets jaunes améliorée. Non, mais je comprends ça, aucun problème. Voilà. Oui, mais tu les retrouves. Alors,
quand tu après, tu leur il y a mets une différence. Il y a Non, une mais- différence en disant je suis piégé. Le discours globalement des Gilets jaunes, je suis piégé par ce qui est en train de se passer, Oui. et de dire c'est un complot Ils ne mis le en disent place pas. par des Ils élites. ne le disent pas. Ils disent qu'ils sont d'accord avec quelque chose qu'on leur. En fait, ils ne le Ouais, disent jamais d'accord. spontanément. Oui. Alors, voilà. Mais effectivement, typiquement, on leur dit la voiture électrique, ils n'y croient pas. Ils disent la voiture c'est une connerie, etc. Il y a plein de choses. Mais il sur y a une, les tu futurs, comprends, etc. il y a une différence entre dire la voiture électrique c'est une connerie, ce qui est peut-être vrai d'ailleurs. Ouais. Il y en a d'autres bien informés Mais- sur l'automobile qui le disent. Et c'est un complot. La voiture électrique est un complot des élites. Oui, mais en fait, ils ne le disent pas. Attention à la méthodologie de cette étude. Ils ne disent pas spontanément les élites sont en un machin. D'accord, Ils d'accord, disent d'accord. je suis plutôt d'accord avec l'idée que les élites cherchent à nous instrumentaliser et à agir sur nos libertés, nos comportements. Et ça, on est assez d'accord. On a fait un autre travail chez Renaissance Numérique l'année dernière de prospective et on est tous assez d'accord sur le fait qu'il y a un scénario de contrainte des libertés publiques dans un moment de transformation qui fait peur à tout le monde. Et pas que aux laissés-pour-compte et aux identitaires. Hein. Il fait peur à beaucoup de monde. Ah mais La restriction de liberté, c'est le scénario la perte d'autonomie. C'est le scénario. Alors, mais il faut le répéter quand Le même. dirigisme technologique. C'est fait peur le à beaucoup. scénario du principal aujourd'hui orateur sur ces questions qui s'appelle Jean-Marc Jancovici. Très clairement, son scénario à lui, c'est bien à un moment un scénario. Ah bah oui, Bien sûr, de restriction des libertés radicales, évidemment. Et donc, c'est pas complètement. Tu vois, il faut pas évidemment, quand tu mets devant des gens des phrases comme ça, ils vont dire, il faudrait regarder. Ils D'accord, vont pas tous je dire, comprends ce que tu oui, dis. je suis à fond à bloc, c'est moi qui le dirai, etc. Ils vont dire, je suis plutôt d'accord. Ouais, je suis plutôt d'accord. Oui, et ça progresse. Effectivement, ça progresse si ça sort de petites poches de la société très marginalisée, etc. Un gros tiers des Français, c'est pas rien. Hein. Bien sûr. Un gros tiers des Français, c'est très embêtant. Voilà. Et donc, pour moi, on est au moment d'un creux. C'est-à-dire qu'on a un creux cognitif sur l'intelligence, sur l'écosystème médiatique, les réseaux sociaux, etc., où on est face à une révolution où on a du mal à répondre en termes d'offres, mais on est en train d'évoluer. Et on a un creux en termes de réponse de marques et d'entreprises qui ne savent pas proposer pour le futur, qui ne proposent pas de solution d'émancipation aux gens, intelligentes, positives, engageantes, qui marchent. Hein. Dans les mobilités, c'est criant. Qui propose un truc qui permet à quelqu'un de se sortir de l'ornière avec une vision de long terme dans laquelle on peut croire. Pour quelqu'un qui est en zone périphérique de ville, aujourd'hui, qui a besoin de bouger, aujourd'hui, l'angoisse prévaut. L'angoisse prévaut. Disons que la réponse est un peu complexe. Voilà. Mais ce qu'on la va dire. réponse est... En revanche, Si je te dis Volkswagen avec les carburants de synthèse, tu vas me dire Ouais, que la réponse est un peu si on complexe. regarde dans 10 ans, on peut faire confiance au génie capitaliste, aux marques et aux investissements qu'on est en train de faire, mais il va falloir emmener les Français et ça va arriver. Mais on est aujourd'hui dans un creux cognitif compliqué, une angoisse énorme. On n'a pas de solution et du coup on a une dominante énorme de la crise et ça. Mais il va falloir sortir les gens de l'ornière par de la proposition entrepreneuriale, quoi. Oui, mais il n'y a pas uniquement un creux cognitif. Il y a, j'ai adoré voir Go Entrepreneur ou Tech for Good. C'était Tech for Future, je crois, organisé par la Tribune. Mais ce sont les entrepreneurs qui parlent aux entrepreneurs. Ouais. Il y a un écosystème d'entrepreneurs où, voilà, ils sont. Mais il va falloir séculariser la parole des entrepreneurs. On ne peut pas rester dans nos cloîtres à parler entre nous. Et j'adore Bismart et je pense que les gens qui nous regardent sont principalement dans la communauté des entrepreneurs. Ah, je te le confirme. Ouais. Or, la vérité de ce que nous portons en tant qu'écosystème, ça intéresse bien sûr les entrepreneurs et c'est très bien, mais ça intéresse d'abord et avant tout le reste de la société. Oui. Or, ce canal-là n'a pas encore été organisé. Il faut qu'on s'en occupe. C'est personne d'autre qu'à nous. Hein. Et les seuls responsables du fait que ça ne soit pas encore mis en place, c'est uniquement nous. Mais il faut que l'on s'adresse au reste de la société pour dire, voilà, il y a des problèmes d'énergie, il y a des solutions. C'est vrai que sur Entrepreneurs pour la République, je suis tous les matins fasciné par les solutions. Mais ces solutions-là, elles doivent aller parler, effectivement, à des jeunes de 14-15 ans qui se disent, mais tous les jours, c'est quoi l'angoisse de la planète qui réchauffe? Il y a des solutions qui sont en train de Léonidas, on en a déjà parlé ensemble. Après 20 ans en commun à avoir porté... Attends, je veux juste dire, parce que ma formidable Sibylle en régie va retrouver l'image, c'est le sondage Nocom de Pierre Giacometti, sur, c'est les deux courbes, il y en a une qui monte, une qui descend, Sibylle, sur est-ce qu'il faut protéger les emplois qui existent, ou est-ce qu'il faut essayer de transformer les emplois pour les rendre plus efficaces et face aux nouvelles technologies. Le résultat, c'est qu'après 10 ans à tes côtés, à penser qu'effectivement,
effectivement l'entrepreneur en portant sa parole absolument partout. Et Dieu sait qu'on peut faire beaucoup de reproches à Emmanuel Macron, mais il a aidé à développer très très largement la parole de l'entrepreneur. Eh ben, le résultat, c'est ça. Donc la courbe en bleu, c'est ceux qui veulent adapter les emplois aux nouvelles technologies, qui veulent rentrer dans la modernité. La courbe en jaune, c'est ceux qui veulent qu'on les protège. Les responsables de cette courbe, c'est toi, c'est lui, Nicolas, et c'est moi. Mais non, tu peux pas. On est les seuls Ça fait responsables. 10 ans que tu te bats avec toutes tes forces, Léonidas. Oh non. Pas assez. C'est que ça ne marche Non, pas. du C'est que tout. notre pays Pas n'en assez. veut pas. Non, pas du tout. C'est que l'on n'a pas assez fait le job et je m'en fais le reproche à moi. Donc tu vois. Mais tu peux sois pas à te l'aise. faire. Enfin, c'est pas Sois à l'aise. possible. Mais non. Je m'en fais le reproche à moi. On n'a C'est pas parce que tu suffisamment- refuses d'affronter le réel, Non, Léonidas. pas du tout. Au contraire, il faut aller affronter le réel. Et le réel, c'est qu'on a un Non, vieux pays qui est mais complètement non, et mais absolument pas. Nicolas a raison, Non, qui pas est du tout. complètement désabusé. Absolument pas. Il est extraordinaire, notre pays. Il est extraordinaire. Il produit 1 million d'entrepreneurs tous les ans. Ça ne cesse de croître depuis 10 ans. C'est une culture qui gagne toutes les strates sociales, qui gagne la jeunesse. Et au contraire, nous avons besoin d'organiser, et il va falloir qu'on le fasse, le dialogue entre le sentiment d'angoisse des Français sur des besoins qui ne sont pas pourvus et apporter des solutions, et qu'ils découvrent que les solutions, c'est pas une loi au Parlement, un décret, une administration, mais effectivement des membres de leur famille, des cousins, des gens qu'ils connaissent, qui ont inventé une solution et qui ont travaillé non pas 35 heures par semaine, mais 35 heures par jour à les faire aboutir pour que les solutions soient là. Moi, j'ai des gens qui vont collecter la chaleur dans des déchetteries et amènent la chaleur là où on en a besoin pour utiliser toute l'énergie, comment elle s'appelle, l'énergie qui part dans la nature. Il y a l'équivalent de 20 centrales nucléaires qui partent tous les ans dans l'air de Il y a chaleur 10 ans qu'on est ça, il y a 10 ans, c'est pas à l'échelle, on en a déjà parlé, c'est pas à l'échelle, Tout est à l'ensemble de l'échelle. ces initiatives merveilleuses. Mais non, il y a des choses Et le temps extraordinaires tourne. pour récupérer le métal. Mais non. Bon, bref, C'est vrai. On y arrivera. on échange. On y arrivera. Pardonne-moi. J'y crois plus. Ah ben, je vais On en te a dire, déjà parlé. Alors je vais te dire pourquoi tu as tort de ne pas y croire. Parce qu'ensemble, nous avions évoqué sur un autre plateau, je crois, une tribune que l'on avait signée sur le doublement des entrepreneurs par an Mais bien sûr. qui allait permettre d'atteindre le plein emploi. Lorsqu'on a signé cette tribune, et c'était avec Pierre Gattaz, on avait 500 000 entrepreneurs par an. Aujourd'hui, on en a 1 million. Et nous n'arrivons pas à avoir d'explication des économistes classiques sur le fait que malgré une pandémie, une crise des gilets jaunes, les taux d'intérêt et l'inflation, nous continuons à créer des emplois et à faire reculer le Léonidas, chômage. je vais te le dire C'est brutalement, notre million d'entrepreneurs. je me fous qu'il y ait 1 million d'entrepreneurs s'ils veulent redevenir maréchal Ferrand. Parce que c'est ça que Mais nous dit non. ce chiffre. Mais C'est non. que oui, sans doute ils veulent être entrepreneurs, prendre leur autonomie, etc. et tout. Mais pour construire des meubles en bois, tu vois. Absolument pas. Écoute, je ne Bon. comprends pas que tu sois désespéré. On Il a y a bien échangé. quelqu'un en France qui ne devrait pas l'être, c'est toi. Eh ben oui, Mais ouais. ça veut Non, dire que j'ai mal fait mon job. Désespéré, c'est... Non. Non, pas désespéré. Mais Non. j'y crois plus. Eh bien, Bref. tu as tort. Nicolas, tu arbitres... Non, je vais pas arbitrer un vieux débat entre vous deux. là. Non, Mais- mais c'est vrai. Non, que moi, il y a un des sujets que je trouve vraiment intéressant, c'est sur les mobilités, sur lequel moi je travaille. Moi, je travaille pas sur tous les secteurs, mais notamment sur les mobilités beaucoup. On fait une grosse étude. Pour moi, on est à un moment de révolution des mobilités qui est intéressant. C'est-à-dire que depuis 15 ans, les nouvelles mobilités, elles s'adressent à 10-15% de la population à peine. Elles s'adressent aux bobos, à l'élite, à moi, à nous autour de la table, qui ont un vélo électrique, qui peuvent switcher ça. Et là, on est au moment d'accélération où on est face aux défis majoritaires. Il va falloir, ça va être le quotidien de tout le monde. Et là, je pense qu'en fait, sur des sujets comme ça, c'est capable de changer. La tech, c'est un sujet étranger. C'est pas les Français qui fabriquent ces trucs-là. Donc, l'entrepreneuriat, etc., j'ai du mal à voir ce qu'il y a dedans. Donc, j'ai pas l'impression, moi, Français, d'être en prise avec ça. Et la Startup Nation, elle a pas pris parce qu'on avait l'impression qu'en gros, la Startup Nation, c'est des trucs, c'est Criteo et tout ça. Mais qu'est-ce que c'est pour tout le monde? Là, sur des sujets très concrets, on est en train de changer la donne. Et donc, je pense que moi, je suis assez optimiste Mais c'est sur le là, futur. c'est là, En revanche, Nicolas. il faut le saisir, quoi. Faut y aller, quoi. Oui, il faut y aller. Mais non, enfin, mais c'est voilà. le problème. Mais je pense qu'on c'est peut, qu'on y on va, peut y arriver. c'est-à-dire comment est-ce qu'on y va? Et c'est là où le truc il est très compliqué. On y va en faisant un choix face aux industriels. Ça nous ramène à ce qu'on disait au début. Pourquoi est-ce qu'on impose l'ensemble aujourd'hui de ceux qui s'intéressent à la mobilité, mais qui s'y intéressent à l'échelle massivement industrielle, parce que les réponses sont massivement industrielles, c'est mais donnez-nous des objectifs en termes d'émissions, et puis enfin d'émissions de CO2, et puis laissez-nous faire.
Mais vous nous dites pas ça, vous nous Mais dites on vous fait allez pas faire que de la ça, voiture on fait électrique. pas que ça. Et puis on va essayer de se démerder. Bah oui, mais massivement, c'est ça qui se passe. Voilà. Non, mais massivement. Et, il y a une tentation. là, je donne raison à Léonidas. Passer par la norme avant de passer par les entrepreneurs, c'est prendre le sujet par le mauvais bout et c'est aller dans le mur. Alors, je pense qu'il y a petit à petit une prise de conscience. En tous les cas, on est dans un moment dans lequel il faut que tout le monde joue son rôle et nous en premier. Le politique sent qu'il doit répondre aux attentes et aux angoisses de la société. Donc, sa tentation en tant que politique, c'est de dire mais j'ai fait des normes, j'ai fait des lois, j'ai proposé des amendements, j'ai pondu une directive. C'est extraordinaire d'ailleurs. On a mais je le comprends, il est dans son rôle. Mais quand Thierry Breton vient et est interrogé sur à peu près tous les sujets du numérique, il dit mais j'ai une loi, j'ai un texte, j'ai une circulaire, une directive. Non mais c'est extraordinaire. J'ai un acte. Tous les logos des SA, des MA, même le métaverse qui n'existe pas encore. Voilà. Et donc surtout, il y a une norme. Et l'idée que, j'adore cette ADN de notre pays qui a aboli le royaume de France et quelques années après la Révolution, on a dit on va faire le loyaume de France. Il y aura le règne de la loi et la loi viendra remplacer le roi. Et à chaque fois qu'il y a un problème, on va se réunir et ensemble on va faire la loi. Et c'est une tentation que l'on a. Et comme on aime énormément notre pays, on va le faire évoluer et on fera des lois sur des dynamiques entrepreneuriales qui auront démarré et pas avant qu'elles aient démarré pour les étouffer. J'entendais le sens. Un petit bout du ministre, puisqu'il est aux Pays-Bas, là, néerlandais de la culture, qui disait dans une émission de télé aux Pays-Bas, il disait c'est bizarre en fait. La France est une république mais elle a un roi et nous on est un royaume mais on est une république. J'ai trouvé ça compréhension absolument parfaite de ce qui est en train de se passer. Ce petit chiffre, hein, j'ai fait toute la semaine avec, donc voilà, puisque tu en parles. Depuis 2017, 502 nouvelles obligations et 3670 pages de réglementation supplémentaires pour les entreprises. 29 directives, 58 règlements, 7 nouvelles obligations et 51 pages de règlements chaque mois. Tout ce qu'on vient de se dire là, puisqu'il nous reste... C'est un dérèglement mental et sociétal. On est d'accord, exactement. Il nous reste 10 minutes. C'est formidable, enfin, je vous en remercie. Parce que tout ce qu'on vient de se dire, en fait, c'est le gisement de la crise politique, finalement. Oui, bien sûr. C'est pas les retraites. Non, mais on est d'accord. Juste ce point. La crise démocratique, pardon, c'est la crise démocratique. Oui, mais lorsque tu attends tout de l'État et que l'État se sent obligé de répondre à cette attente, tous les jours, il dit j'ai fait quelque chose, j'ai donné une journée pour tel problème de santé, j'ai donné un chèque pour tel problème social. Tous les jours, je réponds à la demande parce que tous les jours, l'État réclame. Comme bien entendu, cette histoire a une fin et que l'État ne peut pas répondre à tout. Il y a un moment où l'attente devient une frustration et la frustration devient de la violence. Donc, de l'attente naît naturellement le fait mais vous n'avez pas fait votre job. Et donc la contestation sociale vis-à-vis du politique, duquel on attend tout, est inscrite dans cette histoire d'une relation qui est fondamentalement pas très saine. Mais la faute, je pense, elle repose sur nous. Il faut que les entrepreneurs prennent de plein pied la place qui est la leur dans la société pour expliquer ce qu'ils amènent. Et on l'a évoqué avec l'intelligence artificielle. Ça ne veut pas dire que le régulateur n'a pas sa place. Il faut que tout ça s'articule de manière nouvelle. Mais nous n'avons pas encore su prendre notre place. D'ailleurs, en grande partie, parce qu'entre le politique et l'économie, il y a une méfiance fondamentale. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des codes des marchés publics qui font partie des codes qui grossissent le plus avec des articles tous les 4 matins, parce que l'on pense que le privé peut vicier la décision publique. Il faut que l'on assainisse ce dialogue et que l'on fasse les choses de manière ouverte, mais c'est l'avenir qui attend notre démocratie pour l'assainir. Les entrepreneurs doivent apporter leurs solutions. Crise démocratique, puisqu'on est passé du côté crise démocratique, on n'est plus sur la pause pour l'IA, mais crise démocratique, tu... ça comment Mal. Non, au-delà de la réponse politique, des sujets d'intérêt, de ce moment un peu, bien sûr, personne, mais qui la voit l'issue aujourd'hui, à part
Marine Le Pen, qui est là et qui attend patiemment le moment de saisir et de s'abaisser. Mais effectivement, je pense qu'on a un vrai problème de réponse politique à une angoisse très profonde des Français qui est assez légitime. On est un peu dans une impasse, on est un vieux pays. On sent que la réponse politique de notre appareil d'État ne marche plus. Je reprends mon étude sur les mobilités. Quand on demande en qui avez-vous confiance pour nous aider à résoudre le problème des mobilités décarbonées, eh ben non, en personne. Ils disent même plus les entreprises. Et en gros, ils n'ont plus confiance en personne. T'as bien une réponse à... Bah non, ils sont dans... là, évidemment, il y en a quelques-uns. Ce qu'on appelle les libéraux optimistes dans la famille. Donc ceux qui sont plutôt à l'aise dans la mondialisation. Voilà. Alors eux, ils croient dans les entrepreneurs. Mais c'est 12% des Français. 12%. Donc c'est pas grand-chose. La plupart des gens... C'est même pas l'électorat de Macron, en fait. Voilà. Les militants désabusés, ce qu'on appelle les militants désabusés chez Destin commun, c'est en gros ceux qui sont engagés dans les transitions, etc., mais qui sont un peu défaitistes, qui attendent une action collective, qui disent on ne peut pas résoudre, moi je ne résoudrai pas le problème tout seul, il faut du système derrière. Eux, là, ils sont en désengagement sur l'État, ils n'y croient plus, que l'État est capable de résoudre le problème. Et ça, c'est un peu emmerdant quand même, parce que c'est les premiers qui y croyaient. Non, mais ils ne croient pas aux entrepreneurs non plus. Et donc, du coup, il y a un problème d'acteurs et de réponse, parce qu'il y a un problème de qualité de l'action publique, sûrement, de bonne stratégie, etc., qui est très très compliqué dans notre pays, parce que ça vient de loin, etc., où la réponse, on sait qu'elle est européenne, elle ne sera pas qu'en France, etc., enfin, pour une assez large partie, moi, c'est une de mes convictions. Et donc, on voit où sont les dessins, mais pour l'instant, toutes les réponses qu'on a qui sont en train de se dessiner... elles vont plutôt chercher à flatter cette angoisse et cette peur en disant bah oui, vous avez raison, du coup je vais continuer de vous protéger, mais en fait je ne peux pas vous protéger. Et donc un truc qui nous emmène plus loin dans la dernière solution qui va nous rester. Ouais, c'est ce que tu décris, c'est même une forme de cercle vicieux politique. C'est-à-dire à partir du moment où de plus en plus de gens vont basculer de ce côté désabusé, les politiques vont avoir un discours pour servir ces militants désabusés et essayer de leur apporter une protection. On a un énorme problème de discours politique hyper assertif aujourd'hui, qui ne crée pas de lien affirmatif, dominant. D'accord. Voilà, Bruno Le Maire, qui vous certifie qu'il s'occupe de tout et qu'il n'y a pas de problème. Alors qu'en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Et donc, un des gros problèmes, c'est, encore, je reviens à Hartmut Rosa, il faut fabriquer de la relation juste et bonne avec les gens, il faut les emmener avec vous. Et c'est le gros problème d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que sur le fond politique, moi je suis plutôt pas très très loin de lui, même si je mettrais des choses un peu plus collectives à quelques endroits, etc. Voilà, mais le problème, c'est qu'il n'emmène pas les gens avec lui. Il n'est pas en train d'essayer de transformer ce pays en créant une relation de confiance avec eux. Pardon Nicolas, mais je ne souscris pas à l'idée que la solution devrait venir des politiques, la solution ne vient pas des politiques, donc il faut qu'on attende du politique qu'il soit capable de répondre à la solution. Je pense qu'il faut laisser le politique, il fait de son mieux. Mais si, pour embarquer les gens... Non, mais non, vraiment, il faut arrêter. À chaque fois qu'on dit... Pardon, là, il parle d'opinion, là. Mais c'est à nous de la faire. C'est le grand tournant entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Quand il y avait les trois faucheuses, on allait à l'église, on mettait des cierges, on disait mais arrêtez les guerres, arrêtez les famines, arrêtez les épidémies. Puis à un moment donné, on s'est dit bon, ça marche pas bien les cierges et les églises, donc on va essayer de trouver un truc pour que l'agriculture fonctionne. Et on s'est pris en main. Et à chaque fois qu'on demande que l'État fasse mieux, que l'État fasse autrement, c'est autant de temps que l'on passe à pas se dire qu'est-ce que je peux faire moi. Le rôle majeur désormais. Ils ne peuvent pas faire plus. Vraiment, je crois que le maximum que l'on a atteint dans la capacité de l'État à faire, c'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire que si un mec comme Macron n'y arrive pas... il a fait de son mieux, vraiment. Et c'est un être humain, il a ses limites. Il a fait de son mieux. Ils ont sauvé l'économie en payant la totalité de l'économie pendant 1 an durant le Covid. Bon, bravo. L'économie ne s'est pas effondrée. Je ne sais pas combien aurait coûté, à mon avis, le double de ramasser la totalité de l'économie française à la petite cuillère si elle s'était effondrée. Donc elle ne s'est pas effondrée. Ils ont fait le maximum. Maintenant, le reste, c'est à nous de le faire. Vraiment. Et je ne sais pas quelles sont les statistiques pointues sujet par sujet, mais ce que je vois sur les questions un peu générales, en quoi avez-vous confiance pour apporter des solutions aux problèmes de la société? En premier, d'après les statistiques que j'ai, je ne sais pas les sourcer de mémoire, mais on croit dans les entrepreneurs et dans les entreprises. Tout en bas de l'échelle, il y a les politiques et les médias.
tout en bas. Les syndicats font une forte remontée. On en parlait hier, sondage Elab. Absolument. Ils gagnent, là pour le coup, ils ont réussi, ils ont réussi quelque chose d'important, je pense. C'est très vrai. On est tout à fait d'accord là-dessus. Mais nous devons... Les syndicats plus que le patronat. Oui, absolument. Pleinement la responsabilité qui est la nôtre. Ce n'est pas aujourd'hui le cas. Et quand tu parles des entrepreneurs qui ont leur place dans la société, ils n'ont pas encore occupé la place qui est la leur, qui est non pas de s'adresser aux leurs, un peu comme si c'était un clan. Nous ne sommes pas un clan. Nous sommes l'avant-garde de la citoyenneté. Et la citoyenneté, elle n'a pas de clan. Elle a un pays, elle a une société, elle doit de plein pied occuper sa place. Et c'est un patronat séculier et pas un patronat régulier enfermé dans sa tour d'ivoire. Mais Léonidas, ce sera le MEDEF de demain, parce qu'en l'occurrence, la parole que porte Patrick on a fait Martin, pendant... elle est autour de ce thème-là. Oh non, mais n'allons pas sur le MEDEF, mais on a fait pendant 15 ans ensemble, parce que tu y as énormément contribué. La chaîne des entrepreneurs, dont le slogan était « La France a tout pour réussir », oui. Force est de constater qu'on avait une audience un tout petit peu inférieure à TF1, tu vois, voilà. Donc, c'est là où je prends encore une nouvelle fois une perfusion de ton optimisme, et ça me fait beaucoup de bien. Eh bien, mon optimisme mais est plein et entier pour une seule et unique raison, c'est que je pense qu'on n'avait pas encore trouvé les bons outils, ce qui veut dire que le reste de l'histoire est à écrire. Merci, les amis. Merci Stéphane. On va essayer de l'écrire là, hein, voilà. Allez, écrivons. Avec ton énergie. Merci à tous. Donc demain, Aurélie Planex, évidemment, sera là. Et puis nous, on revient à lundi. Voilà, comme ça, à ce moment-là, on sera à peu près tant sur la réforme, les à côté de la réforme et le référendum. On saura à quoi s'en tenir. Bonne soirée. Aurélie Planex demain, bon week-end, et on se retrouve lundi.